nombre de messages que Jam, donc le média qu'on a créé, qui est dans Messenger, la messagerie de Facebook, a échangé avec sa jeune communauté. Donc on discute avec des jeunes de 15 à 25 ans directement dans Messenger. Alors après, on a 20% de notre audience qui n'a pas du tout cet âge-là, mais c'est vraiment notre cœur de cible. Tous les jours, on va parler d'un sujet différent. Hier, c'était les inégalités hommes-femmes salariales. On va parler de transhumanisme, de la clope, de sexualité, de voyage, voilà, de plein de sujets différents directement dans Messenger. Et on les invite à échanger avec le chatbot, à se faire une opinion et à la partager. Et là, par exemple, on les interroge sur un sujet qui est quand même assez complexe, les deepfakes, donc l'intelligence artificielle qui fait dire des choses à des gens. En l'occurrence, c'était Mark Zuckerberg. Et on leur demande comment est-ce qu'on peut lutter contre les deepfakes. On en a plusieurs centaines, plusieurs milliers qui vont prendre la parole. Mais comme toute bonne histoire de start-up, ça n'a pas du tout commencé comme ça. Au départ, on a commencé en créant une plateforme, une application pour les étudiants, pour qu'ils se partagent des bons plans entre eux au sein de l'école. La plateforme, elle a eu un succès modéré. En langage startup, ça s'appelle un échec. Et donc, on a été obligé de se réinventer. Là, c'est une photo de moi il y a quelques années avec Anas, notre product designer, et Jean-Claude, un de nos utilisateurs de la plateforme, à qui on demande « Mais Jean-Claude, ok, toi, tu es un des rares utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Qu'est-ce qui te plaît ?» En fait, on oublie tout. Tu es étudiant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et j'y reviendrai un peu sur ce parcours. Mais en fait, on a commencé à échanger avec eux. On a commencé à échanger autour d'une table, puis par mail, puis par SMS, et enfin dans Messenger, et c'est devenu Jam. Ça, Trello, peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Donc, c'est un outil de partage, de création, gestion de projet et de partage de tâches collaboratifs, qui a la particularité d'être assez ouvert. Nous, ouverts dans mon équipe technique, on entend à câble, dans le sens où on peut le brancher un peu comme on veut, et on en a fait notre produit. Petit à petit, ça a grandi. Ça a été ça notre aha moment, ce moment où on s'est dit ok, là on tient quelque chose du doigt. Il y a des gens qui nous disent j'en ai rien à faire d'avoir une application. Moi, si tu veux m'aider, je cherche une idée de cadeau pour les 50 ans de ma maman. Je cherche un stage à Shanghai. Je cherche un bar où emmener mon date Tinder, etc., etc. Et en fait, on a commencé à les aider et à discuter, à passer du temps uniquement à résoudre les problèmes de nos utilisateurs et pas à créer du code, du design, de la communication, etc. C'est comme ça qu'on a créé Jam, qui a commencé à échanger, donc comme je vous le disais, par SMS, par Messenger, des messages avec ses utilisateurs, et qu'on a le Jam qui existe aujourd'hui. Petit à petit, il a évolué. On a, grâce à cette conversation, et qui est devenu un média. Aujourd'hui, Jam, c'est le premier média 100% dans Messenger, donc qui parle tous les jours de sujets de société avec sa communauté. Je vous ai pris là en préparant cette conférence, c'était il y a 1 heure. Alors, c'est assez succinct, mais je trouve Jam très bien. On a chatbot super cool. Je voulais vous dire que j'adore ce que vous faites. Continuez, vous assurez de ouf. C'est ça, ce qui est génial en fait quand on est en conversation avec ses utilisateurs, c'est qu'on peut toujours avoir des retours de leur part. On peut leur en demander, ils peuvent nous en donner spontanément, ce qui nous permet de nous améliorer. Ou de temps en temps, ça fait plaisir aussi. Je réponds à la question tout de suite parce qu'elle arrive souvent sinon en premier lieu quand je donne une conférence. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? On travaille avec des marques qui veulent comprendre les jeunes et leur parler. C'est notre premier business model, c'est d'aider les marques qui veulent entrer en conversation avec la jeune génération. Et on a créé petit à petit le studio Jam, qui en fait permet de créer des chatbots à la Jam, donc sur notre marque de fabrique, pour d'autres entités. Par exemple, Fitbit, vous connaissez peut-être les marques, les montres connectées Fitbit. On a fait pour eux le Fitbit Challenge, un chatbot qui tous les jours nous faisait faire du sport, arrêter de fumer, prendre un bon petit déjeuner, envoyer une photo d'arbre pour prouver qu'on était allé se promener, etc. Ça, c'est un peu l'histoire de Jam en 4 slides. C'est une histoire de plusieurs années de vie, mais que j'essaie de résumer, et on y reviendra. Mais ce qui m'a, moi, l'étincelle de départ, j'étais étudiante quand j'ai commencé Jam. J'avais pas envie d'aller bosser dans une entreprise classique. Je m'y retrouvais pas du tout. Je m'y retrouvais pas dans la façon de faire, dans le fond, dans la forme, dans le management. J'ai fait quelques stages. Donc j'ai décidé de créer mon entreprise. Je l'ai créée pour l'impact, la croissance personnelle, la possibilité d'innover. Et en fait, j'irais même plus loin, je dirais l'impératif d'innovation. Innover, apprendre, se trouver, contribuer, ce qui sont pour moi des valeurs vraiment fondamentales que j'ai envie de retrouver dans mon travail. Et j'ai envie de reprendre un petit peu ce mythe de la start-up. Même la façon dont j'ai été présentée aujourd'hui, c'est hyper chouette, mais il y a vraiment ce mythe on voit l'entrepreneur dans les médias, on parle du moment où il y a des grandes réussites, on parle des échecs même fracassants, mais pour moi, la magie, elle est entre les deux, en fait. Elle est entre
ce moment où on se dit ok c'est super, c'est un grand succès, d'ailleurs j'ai fait un lapsus, c'est un échec, l'échec apprend aussi des choses, c'est ce moment entre l'imagination et la réalité, entre le succès et la galère. En fait la magie pour moi elle est au milieu, et elle est toujours dans c'est même plus ce que je regarde en fait quand je travaille avec mes collaborateurs, avec mes clients, avec nos utilisateurs. Je me dis pas ce qui m'intéresse c'est d'être tout le temps vers le succès de manière linéaire, et c'est pas non plus d'éviter à tout prix les galères, c'est plutôt de voir ce qui est, de me dire bah ok, dans tout ce qui se passe, comment est-ce que je suis en train d'apprendre à donner une conférence sans mes slides, comment je suis en train de progresser, de me trouver, de comprendre ce qui m'anime, et comment je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Donc si on reprend des étapes clés de la vie d'une startup, et en l'occurrence de celle que je connais bien, de Jam, j'ai quand même envie de vous communiquer des choses des messages qui sont vraiment importants pour moi. Le premier, bah, c'était vraiment cette idée de démystifier l'aventure startup. Et moi, ça fait 8 ans que j'ai monté ma boîte. Ça s'est fait petit à petit. C'est un projet d'étudiant. Au début, je savais même pas que j'étais en train d'entreprendre. Je pensais que je créais un projet, je créais une appli. C'est des amis pour mon anniversaire qui m'ont offert un bouquin, Monter son entreprise. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous m'offrez ça? Je suis en train de chercher un stage. Je dis, bah, pour ta boîte. Comment ça, ma boîte? Et en fait, voilà, je suis tombée dans l'entrepreneuriat juste parce que j'avais envie de créer quelque chose qui touchait les gens, qui résolvait des problèmes. Et petit à petit, bah, j'ai appris énormément de choses. Et justement, quand je pensais que j'avais eu l'idée de génie, qui n'a pas du tout du coup marché et qui n'était pas une idée de génie, en fait, c'était l'envie d'entreprendre qui était en train de naître. Quand j'ai cru qu'on faisait un grand lancement avec un site, c'était responsive sur iPad, il y avait l'application mobile. En fait, le reality check, quelques jours après, passait l'excitation, parce que pendant des mois, on avait communiqué dessus. Il y a quand même quelqu'un qui a posté ce post qui m'a fait vraiment très mal. Ouh, il y a quelqu'un sur cette appli. Donc c'était un peu dur. On a dû pivoter. Pivoter, c'est un terme que vous connaissez peut-être, qui est emprunté au basket, qui est un terme, on a l'impression que ça donne beaucoup d'énergie. Le pivot, c'est on reste sur un pied et on change parce qu'il y a un attaquant, parce que finalement le panier il est trop loin, parce qu'il faut faire une passe stratégique. Donc en fait, on reste sur quelque chose qui va de la société qui va rester la même, par exemple la même technologie, le même marché, on résout le même problème, mais en fait, on va changer quelque chose de fondamental. Ça, c'est comme ça qu'on imagine le pivot, hyper énergique. En vrai, le pivot, c'est parfois on va au bureau et on ne sait pas ce qu'on fait. C'est un peu plus un peu plus déprimant que ce qu'on peut imaginer. Le vrai début pour nous, c'est ce que je vous décrivais, c'est ce moment où en fait on a nos utilisateurs qui ont commencé à échanger avec nous, et que dès le lendemain ils nous disaient c'est génial, je me suis inscrit à la salle de sport que tu m'as recommandée, est-ce que je peux te donner ton numéro, le numéro de Jam à quelqu'un d'autre, à un pote, est-ce que je peux poser une autre question? Ok. Là, en 24 heures, on a fait mieux qu'en 2 ans. Je ne sais pas si c'est triste ou pas, mais c'était la vérité. Et ça nous a mis sur la bonne voie. Même notre première grande levée de fonds, quand on a levé 1 million d'euros, bah moi sur le compte, j'ai vu ça. Parce qu'en fait, on était en négatif au moment où on a reçu les fonds. Donc, en fait, même des moments qui sont hyper cristallisés et qui ont fait parler de nous, ou enfin, on se sent hyper galvanisé, bah, la réalité, elle est entre les deux. Et c'est chouette, c'est une super étape. Et en même temps, parfois c'est dur, parfois c'est génial, parfois les autres ont l'impression que c'est génial, nous on sait que c'est dur. Parfois, tout le monde prend son galère alors qu'en fait, on prend son pied. Bah, moi, ce qui m'intéresse dans l'innovation, c'est pas ça. C'est les 3 mots dont je vous parle, c'est apprendre, se trouver et contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Le moment où alors je vais passer vite, mais voilà, le moment où on pensait qu'on se développait, qu'on avait énormément de traction, comme on dit, d'attention d'utilisateurs, en fait, on a tout flambé en quelques mois, et donc on a dû encore une fois réajuster le tir, prendre des décisions difficiles, recréer un peu un nouveau produit. Mais en fait, c'est ça qui nous a sauvés. Créer la nouvelle version de Jam, qui était un chatbot qui aidait à trouver des bons plans, comme on avait commencé. En vrai, c'était chatbot pour les nuls. Enfin, c'était vraiment les premières versions. Il y avait 2 fonctionnalités. On a quand même grandi grâce à ça. Et c'est là qu'on a trouvé donc, ce que je vous présentais, le Jam qui existe aujourd'hui, qui est ce média qui a une tonalité particulière, une ligne éditoriale particulière, et qui tous les jours va discuter avec des jeunes de sujets de société. Donc apprendre, pourquoi moi ça me plaît ce mot apprendre? C'est des choses pas forcément confortables. C'est être vulnérable, être à l'écoute, se former, tester, itérer, échouer. Mais c'est que quand on fait ça que bah, si je suis vulnérable, je suis moi-même. Si j'écoute, je peux répondre normalement de manière plus pertinente que si j'ai pas écouté la question ou le besoin. Quand je me forme, je peux transmettre. Quand je teste, je peux inventer des choses. Si j'itère, j'améliore. Et normalement, si j'échoue et que je refais toute cette boucle, à un moment, je réussis. Donc nous, notre mission, et celle qu'on a trouvée, c'est cette idée de se trouver soi à travers ces projets, que ce soit en entreprenant, en travaillant, en testant des choses, peu importe. Je ne design pas comme ça, hein. Il y a des petits exports de PowerPoint,
C'est écouter et valoriser la parole de la jeune génération grâce à la conversation. Et donc ce chatbot Jam, finalement, c'est un point de départ. Mais nous, on s'amuse à faire évoluer la société, à faire tous les 3 mois, on a un nouveau projet en fait. On a un nouveau projet qui nous plaît, qui nous fait apprendre des choses et dont on sent que c'est là où on a envie d'aller. On a créé Jam Trends. Vous pouvez regarder, c'est une plateforme où tous les jours, on poste des insights qu'on apprend et qu'on a envie de partager sur la jeune génération. Et on s'est formé à faire des études, des infographies, des vidéos pour restituer ces informations. On est même dans toute la France sur des panneaux d'affichage digitaux où toutes les semaines, on propose un nouvel insight, une nouvelle stat, un nouveau chiffre sur les jeunes. On a créé un chatbot avec Facebook, avec des DRH du monde entier, qui a interrogé des jeunes dans le monde entier pour leur demander comment ils imaginaient le CEO de demain, le travail de demain, le processus de recrutement de demain. C'est pas Jam, mais en fait, c'est la même mission. C'est la conversation, c'est comprendre les jeunes, leur donner la parole. Ça a été présenté ensuite sous la forme d'un personnage de réalité virtuelle à Davos, complètement inimaginable quand j'ai commencé Jam, mais ça a du sens. On a imaginé 25, qui est une conférence qu'on a créée avec la Gaieté Lyrique il y a quelques mois, où on a donné la parole à des jeunes talents de moins de 25 ans pour parler de leur vision des 25 prochaines années. Donc, que vous connaissez peut-être Hugo Décrypte, Bilal Hassani, Anaïd Rosam, voilà, plein de jeunes, Camille Etienne, super inspirants qui sont venus parler de leur vision des 25 prochaines années. Pareil, si on a une vision, je pense, un peu classique de l'innovation, on se dit, mais déjà, c'est pas très techno, est-ce que c'est innovant? Et quel rapport avec un chatbot? Vous m'avez un peu écouté, même en pointillé, sur les dernières minutes. Pour moi, ça a énormément de sens, parce qu'encore une fois, on apprend, on trouve ce qui nous plaît, ou comment on se sent à sa place, et comment on peut créer quelque chose qui a un impact. On a même créé des chatbots pour l'interne des entreprises, Engie, pour les citer, qui maintenant utilisent notre technologie, notre savoir-faire, pour discuter avec ses collaborateurs et les sonder, et les informer. C'est encore cette mission de créer la conversation entre les gens. Moi, ça m'a fait faire plein de trucs marrants. En fait, une fois qu'on a trouvé ce qu'on aimait faire et qu'on le fait, et moi, c'est prendre la parole, m'amuser, raconter ce qui me passionne. Je me suis retrouvée à des situations complètement improbables, à avoir des fous rires sur BFM, on dirait le générique de Friends, alors qu'en fait, je suis avec le patron de Cisco et le présentateur à 7 h du matin. Mais parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé ce truc qui nous plaît, qui nous accroche, il n'y a plus qu'à dérouler, il n'y a plus qu'à s'amuser, continuer à apprendre, même si parfois c'est hyper dur, c'est hyper galère. Parfois, dans la même journée, on a l'impression qu'on n'avance à rien et que ça n'a aucun but, aucun sens. Et dans la même journée, on a l'impression qu'on va faire quelque chose de génial. Mais ça a arrêté d'être c'est plus mon compas, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, OK, est-ce que je suis encore, je répète, en train d'apprendre, en train de faire quelque chose qui est aligné avec ce que je veux? Est-ce que ça a un impact, même si c'est sur une personne? Avant de penser différemment, c'est quand même le Think Different de Apple qu'on imagine souvent quand on pense à l'innovation. Peut-être commencer par penser le monde qui nous entoure. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus à convaincre que le monde a déjà changé et qu'il y a assez d'enjeux pour chacun, assez de challenges. Airbnb, par exemple, c'était une des boîtes qui m'a énormément inspirée quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Alors, on ne voit pas, il y avait un petit emoji de quelqu'un qui n'était pas hyper content, un peu sceptique. Airbnb, ça reste pour moi un très bon rôle modèle, mais on se rend compte que finalement, oui, l'utilisateur, il a envie de pouvoir voyager pour moins cher, facilement. Oui, on a envie de se faire de l'argent en sous-louant son appartement, sa chambre, etc. Mais ça fait augmenter le prix des loyers en centre-ville, ça uniformise l'expérience de tourisme, ça empêche les étudiants parfois de se loger. Enfin, en fait, je pense qu'aujourd'hui, et on va passer très vite là-dessus, se concentrer quand on innove sur l'expérience utilisateur, c'était un bon point il y a quelques années. Aujourd'hui, ça suffit plus. Il y a assez de scandales. Je pense à Deliveroo, par exemple, qui est une des formes de... Voilà, on a envie de se faire livrer, on a envie de manger en 20 minutes pour pas très cher, on a envie de manger chaud. Bon, Frishti, par exemple, que vous connaissez peut-être, eux se positionnent en disant nous, on a des valeurs qu'on veut défendre. Donc, comprendre l'utilisateur, comprendre le consommateur, c'est pas que faciliter sa vie d'un point de vue technologique, c'est aussi comprendre ses valeurs, comprendre ses aspirations et comment il a envie de contribuer, en quoi il est aligné. En fait, le challenge technologique, pour moi, c'est plus le plus intéressant. Expérience utilisateur, technologie. Oui, ça a été galvanisant à un moment. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on saura dépasser tous les challenges technologiques. Si on se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Oui, à un moment, on sera capable de le faire. Je vais donner un exemple assez concret, l'intelligence artificielle. Quand on pense intelligence artificielle, on imagine ça, on imagine Terminator, R2D2, Her, l'assistant qui a la voix de Scarlett Johansson, dont on tombe amoureux, etc. Bon, Alexa n'est pas aussi sexy à mon sens.
Mais on a plein d'imaginaires sur l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les jeux d'échecs, le jeu de Go. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est déjà entouré d'intelligence artificielle. Quand vous écoutez Spotify et que vous faites radio liée au titre ou mes titres proposés par Spotify, c'est une IA hyper puissante derrière qui est capable de dire cette chanson, elle ressemble à celle-ci. Ou alors cette chanson, pire, elle ressemble pas à celle-ci. Mais comme vous l'aimez bien, on a extrapolé sur le fait qu'on va vous proposer un truc qui n'a rien à voir, mais que vous allez aimer. On sait que Netflix utilise de l'intelligence artificielle pour proposer ses contenus, même pour créer ses contenus, pour savoir ce qui marche. On va prendre un personnage féminin entouré d'une bande mixte qui va aller changer le monde, etc. Ok, c'est ce dont les gens ont envie. Ce qu'on sait moins, alors je vais aller ici directement, ce qu'on sait moins, c'est qu'en fonction de vos goûts, Netflix ne vous présente pas ce qu'ils appellent les portes de contenu. Il en a 12 pour chacun des contenus les plus populaires. Donc si vous aimez les comédies romantiques ou les films d'horreur, ou si vous êtes nostalgique des 90s, des 80s, etc., vous n'aurez pas la même façon de voir Stranger Things, par exemple, ou d'autres séries. Alors là, j'avais des gifs, ouais. Par exemple, quand on a vu Harry Potter il y a quelques années, et quand on voyait qu'il lisait le journal, et qu'il y avait une image animée, on trouvait ça complètement incroyable. Aujourd'hui, on voit des gifs tout le temps. On ne trouve pas ça du tout incroyable, et ça s'est fait en quelques années. Et c'est en fait le paradoxe de ce qu'on appelle l'AI effect, c'est que l'IA, elle va repousser les frontières du possible, on l'accepte, ça tombe en banalité. Et donc en fait, on n'a même plus, nous, de boussole pour savoir ce qui est hyper impressionnant, ce qui est faisable, pas faisable. Là, j'avais une petite animation, mais on va la passer vite. Très bien, comme ça, j'ai une image dessus. C'est la voiture autonome. Il y a des challenges très complexes, il y a des challenges qu'on n'imagine pas forcément. Là, je vais passer vite, mais on va la voir arriver. Donc, grâce au pointillé, elle va traverser. Et en fait, elle va être bloquée à vie dans ce rond. Parce qu'il y a une ligne continue. Et on lui a appris ne jamais traverser une ligne continue. Donc, si vous êtes dans une voiture autonome, à un moment, il va falloir sortir parce qu'en fait, ou alors la conduire vous-même. Donc, c'est trop difficile aujourd'hui de savoir, c'est trop difficile d'imaginer le futur et la technologie et ce qu'elle peut nous apporter. Quand on a essayé d'imaginer le futur toutes ces dernières dizaines, centaines d'années, on a fait n'importe quoi. On imaginait que l'an 2000, ce serait ça. Bon, l'an 2000, c'est clairement pas ça, ou même 2020. Donc moi, ce que j'ai fait, et je vais conclure là-dessus, c'est j'ai imaginé ce que je voulais que soit ma vie au futur et comment l'innovation pouvait permettre ça. J'ai googlisé d'abord dans Google Images ville du futur et je suis tombée sur ce truc assez horrible où on vit dans un espèce de faux arbre en pleine nuit avec des faisceaux lumineux. Moi, ça me donne pas hyper envie. Là, oui. Là, je suis en week-end. J'ai de la technologie qui m'a amenée ici. Effectivement, j'ai pris un Airbnb. J'ai pris un billet de train. J'ai regardé où je pouvais acheter du jus d'orange frais. J'ai de la musique. Peut-être Spotify qui m'a conseillé quelque chose. Mais au moment où je suis là, je la vois pas, la technologie. Je suis juste bien et j'ai été aidée dans pas mal d'étapes sur la technologie. Mais c'est pas là que je mesure la qualité de l'innovation. Quand je pense à la mobilité, j'ai pas envie d'imaginer que je vais avoir des accidents dans des autoroutes aériennes. J'ai envie de me dire, parfois, oui, j'ai envie d'aller à un point A, à un point B, un point B de manière très rapide, si possible écologique. Parfois, j'ai envie de prendre mon vélo, qui date d'il y a 60 ans, et de me balader et de profiter. Peut-être que la technologie ou l'innovation peut me permettre ça. Déjà, le travail, j'ai pas forcément envie d'arriver maquillée comme ça au boulot et de passer 14 heures ou 10 heures derrière un écran toute seule. Là, j'ai mon amie Julie, par exemple, qui travaille d'un endroit au Maroc où elle travaille avec ses clients. Elle s'est fait un bureau debout un peu imaginé avec quelques coussins. Et grâce à Internet, en fait, elle travaille d'où elle veut. Quand je pense à la nourriture, ça m'intéresse plus du tout d'imaginer de boire des trucs avec des nutriments ou de manger des pilules comme ça en me disant c'est cool, grâce à ça, je mange pour pas cher, hyper rapidement et j'ai tout ce qu'il me faut. Non, j'ai envie de me dire j'ai un panier de produits frais qui est arrivé peut-être de manière très efficiente écologiquement. Ça n'a pas pollué, c'était pas très cher, c'était juste c'était local, avec les agriculteurs du coin, etc. Peut-être grâce à la technologie, mais pour moi, l'innovation, elle doit m'apporter ça sur la table, pas les petites pilules qu'on a vues. Pareil pour l'éducation, pareil. Alors ça, à chaque fois, je suis un peu désolée pour ceux qui ont designé cette application, mais moi, c'est horrible si je dois allumer la lumière de chez moi en ouvrant mon téléphone, en allant dans le 4e écran, en ouvrant l'application, en espérant que ça s'ouvre assez vite et en appuyant sur allumer la lumière. Bon, c'est un peu la flemme. En revanche, si j'arrive chez moi et que la température, elle est bien, qu'il y a peut-être du café qui est en train d'être préparé, le bain, la musique, que la lumière est bonne, etc., peut-être aider avec la technologie et de l'innovation, mais qui est pensée pour l'humain, là oui. Donc des innovations qui me plaisent. Alors ça, moi, c'est un bon exemple. Les culottes menstruelles.
Si vous avez 13 ans aujourd'hui, vous avez vos règles pour la première fois, on ne vous dit pas ouais, il faut mettre un tampon, il faut avoir une espèce de serviette bizarre. Non, on vous dit juste tu mets un autre type de culotte. Et ça change la moitié de la vie, la moitié de l'humanité tous les mois. C'est une forme de technologie, c'est pas du numérique, c'est pas du digital, mais ça change vraiment la vie. Je pense par exemple à la fast fashion qui a, grâce à de la technologie, aux chaînes de production, on a pu produire plus, envoyer partout dans le monde rapidement. En fait, aujourd'hui, pour moi, une vraie innovation, c'est une marque qui va produire, comme ils disent, moins mais mieux, à la demande. Pourquoi pas? Grâce à la technologie, on est capable de produire à la demande. Je pense aussi que pour moi, l'avion, c'est aussi un concept, aujourd'hui en tout cas, qui répond plus à nos impératifs, à nos exigences. En revanche, créer un train de nuit qui va partout en Europe de manière confortable, dans lequel je pollue moins et où chaque seconde de mon trajet, à chaque minute, il est optimisé parce que je peux dormir, je peux travailler, je peux socialiser, je peux manger, là oui. Et donc je vais vous laisser avec cette question, et je vais aller assez rapidement, j'espère que c'était quand même digeste. Quand tout est imaginable, quelle société on veut créer et comment l'innovation, quand on veut innover, que ce soit à la tête de son entreprise ou que ce soit au sein d'une autre entreprise, que ce soit dans un projet à côté. Pour moi, l'innovation, elle nous amène à ce terme que vous connaissez peut-être, que moi, j'ai pas dormi le jour où j'ai découvert ce terme. Je vous souhaite quand même une bonne nuit, mais c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est trouver, que ce soit pour votre projet ou pour vous, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce en quoi vous êtes bon. Quand on arrive à trouver une activité, un projet, une entreprise, une idée, un produit, peu importe, où on se sent, pas forcément tous les jours, mais en tout cas on sent qu'on s'approche de ça, de son ikigai, qu'on est hyper aligné, là il y a un truc qui se passe et là on apprend. Et en fait, on apprend, on contribue, on est sincère, on est authentique avec ce qu'on est et avec ce qu'on veut. Et les trois, en plus, la beauté de ce schéma, c'est que les trois se nourrissent. Si j'apprends, je contribue. Si j'ai de l'impact, ça va me donner encore plus envie d'apprendre et je me sentirai super bien. Et je vais vous laisser avec cette citation de Saint-Exupéry, peut-être pour réfléchir. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Je ne suis pas là pour vous dire quel est votre ikigai, mais j'espère que je vous aurai un peu inspiré. Merci. Échange entre eux. Et j'ai cherché dans le champ lexical du brouhaha, du bruit de couloir, de l'émulation, et je suis tombée sur ce petit mot qui était jam. Et on a nommé la fonctionnalité Blackbird Jam. Et 3 jours après, j'ai dit à mon équipe, en fait, on va s'appeler Jam. Et mon associé, directeur technique, j'appréhendais un peu, parce que ça faisait 2 ans qu'on avait la marque, qu'on avait le site, qu'on avait tout. Je lui ai dit, t'en penses quoi, Loïc? Il m'a dit, oui, je m'en fous, je te fais confiance. Voilà. Son ikigai, c'est pas la marque. Il s'en fout. Et du coup, voilà. Mais ça, c'est la réponse longue. Sinon, quand on me demande pourquoi jam, en fait, c'est pourquoi ça me plaît, c'est aussi la jam session de musique, la confiture dans laquelle tout le monde se retrouve. Ça me plaît bien, quoi. Et c'est entre le prénom d'humain et le prénom de robot, donc ça marche. Merci.